moi j'ai eu beaucoup de soucis à l'école, au collège, au lycée, parce que j'étais un peu l'outsider, c'est-à-dire que j'écoutais déjà du métal à l'époque, j'écoutais des musiques de J-pop, de J-rock, donc du Japon. Les jeux vidéo pour moi c'est vraiment un bon moyen d'échapper à la réalité, certes, mais surtout en fait de se permettre de rêver surtout. Je reviens sur le côté violent de certains jeux. Quand on a une image d'un espèce de fusil en train de tirer comme ça, un peu partout, on voit la non-connaissance du coup, un petit peu partout. Moi, désolée, ça me choque un petit peu. Je me dis, oulala, c'est quoi l'objectif de ce jeu et à quel âge surtout un gamin a le droit réellement d'y jouer. La communauté geek, elle se développe de plus en plus sur La Réunion et ça fait plaisir à voir. C'est vrai qu'on l'observe aussi chaque année. Moi, je vais au Geek Ali et je vois toutes ces personnes qui sont déguisées en cosplay, c'est ça ? Aïe, alors là, c'est le sujet qui fâche. Il ne faut jamais dire à un cosplayer qu'il se déguise. Alors, je suis un peu une poubelle du gaming, on va dire ça comme ça. Je prends tous les jeux, c'est-à-dire les jeux narratifs, les jeux donc à choix, c'est-à-dire où chaque ligne de dialogue, comme je te l'ai dit tout à l'heure, va influer sur la fin du jeu. Histoire de vie avec Sukasula. Bonjour Caro Viper. Bonjour Soukaina. Je suis très très contente de te recevoir ici aujourd'hui, très contente de découvrir ton univers parce que tu le sais, on a le même âge mais à côté de toi je suis presque une boomer et donc aujourd'hui tu vas nous faire découvrir ton histoire déjà pour commencer et puis ta passion pour la culture pop, pour les jeux vidéo également. Déjà pour commencer j'ai envie qu'on pose les bases. C'est quoi la différence entre un geek et un gamer ? Alors pour moi, le terme geek, c'est vraiment un terme général, donc ça va englober tous les univers différents, tous les domaines. Donc on peut retrouver par exemple les otaku, on peut retrouver les gamers, on peut retrouver les weebs, même si c'est un terme un peu plus péjoratif. On n'a même pas encore commencé que tu m'as perdu là, les otaku et les weebs. Les weebs, qu'est-ce que c'est ? Alors, les otaku, c'est vraiment les personnes qui sont passionnées par la culture japonaise en général. Donc, c'est plutôt tout ce qui est animé, manga, également des jeux vidéo, mais plutôt japonais. Mais les weebs, on va dire que c'est un dérivé du terme otaku, mais de façon un peu plus péjorative, du coup. Ok. Mais voilà, on évite quand même de l'utiliser, même s'il y en a qui essaient de se réapproprier le terme pour essayer de le remettre un peu au goût du jour. Mais sinon, gamer, ça va vraiment s'axer sur la culture jeux vidéo, tout ce qu'il y a autour du jeu vidéo, ce genre de choses. Il y a eu une évolution, je pense que tu seras d'accord avec moi sur cette notion de geek. J'ai l'impression qu'à l'époque, les geeks avaient cette image de, tu sais, les images de séries américaines d'ailleurs. Le geek, c'est celui qui est resté dans sa chambre, enfermé presque 24 heures à manger des pizzas et à faire je ne sais quoi devant son ordinateur. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on s'est réapproprié, que vous êtes réapproprié ce terme et que c'est presque stylé d'être geek. C'est totalement ça, c'est vraiment le stéréotype il y a quelques années de ça, de l'ado boutonneux avec des lunettes, Exactement. qui sort pas, avec les cheveux gras, les t-shirts un peu bizarres, etc. Et moi j'ai subi ça quand j'étais adolescente du coup, parce que j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo très très jeune. C'est mon père qui m'a mis aux jeux vidéo, il m'a mis une manette dans les mains directement. Waouh. Et c'était une Mega Drive à l'époque en plus, donc ça remonte. Une Mega Drive. C'est une vieille console. D'accord. Il y avait des cartouches, pardon. Donc en fait, des fois les cartouches ne fonctionnaient pas, donc on était obligé de souffler à l'intérieur de la cartouche pour essayer de refaire marcher le jeu. Okay. Donc une console de salon qui coûtait très très cher à l'époque, surtout à La Réunion. Mais du coup, oui, j'ai subi un peu ces brimades, ces réflexions de « Ah, t'es une geek, on ne traîne pas avec toi, etc. » Attends, juste, j'arrange le filtre anti-pop histoire que la psychorigide, surtout que je suis, puisse continuer cette interview. Parce que je parle avec des gestes, donc je ne maîtrise pas mon environnement. Sois à l'aise. Tu peux parler avec des gestes. Je vais essayer de me contenir quand je vois que y a quelque chose qui ne va pas. Tu le disais, c'est une passion qui est née depuis très jeune, transmise par ton papa. Maintenant, j'ai envie qu'on comprenne qui tu es exactement, parce que c'est un peu le principe du podcast, de découvrir d'ailleurs un métier. Ce n'est pas vraiment un métier qu'on découvre aujourd'hui, quoique tu nous diras, parce que je crois que tu fais des partenariats et des choses comme ça, donc ça tend vers ça. Mais qui est Caro Viper ? On a envie de savoir. Eh ben, je m'appelle Caro Viper, mais je suis plus connue sous le nom de Caro généralement. Je suis streameuse, youtubeuse et créatrice de contenu en ligne, donc je me filme en train de jouer aux jeux vidéo sur internet, sur une plateforme qui s'appelle Twitch.
Twitch, mais également sur YouTube, sur TikTok. Voilà, il y a vraiment une multiplateforme pour tout ça. Et du coup, je me suis en train de jouer aux jeux vidéo, de commenter ce que je fais, de faire des petites blagues. Et ça fait depuis 2020, que je fais des lives. Et j'aimerais en faire un jour mon métier. D'accord, 2020, l'année du Covid, est-ce que c'est en lien ? Totalement en lien, oui. En fait, j'ai commencé à faire des lives en plein confinement parce que j'avais ce besoin de me connecter avec les autres. Je ne pouvais pas voir mes amis, ma famille. En plus, j'étais à Paris, ma famille habitait à La Réunion. Donc, j'avais ce besoin de me connecter et vraiment de me rapprocher, d'avoir un lien, d'avoir des relations avec des gens. Donc, je l'ai fait sur des jeux vidéo et ça m'a beaucoup plu. Donc, j'ai continué. Parce que c'est aussi ça, les jeux vidéo. C'est vrai qu'on a tendance à imaginer, là c'est mon côté un peu boomer et c'est ce que beaucoup de parents se disent aussi. Je me fais leur porte-parole aujourd'hui. C'est vrai qu'on a tendance à s'imaginer que les passionnés de jeux vidéo n'ont pas de vie sociale, sont enfermés dans leur chambre devant un écran d'ordinateur, alors que c'est une façon aussi de se sociabiliser. Vous participez à des jeux collectifs aussi. Totalement, oui. Il y a des jeux solo, il y a des jeux en coop, donc en coopération. Il y a des jeux qu'on appelle des MMORPG, donc c'est des jeux, c'est des Massive Multiplayer Online Role-Playing Game, du coup. J'ai peut-être inversé les deux M, désolé. Mais voilà, c'est des jeux où en fait on va pouvoir jouer avec des personnes de tous les univers, de tous les pays, de tous les fuseaux horaires différents, et on va se retrouver pour faire un donjon, une quête ou quoi que ce soit. Et tu le disais que tu fais des lives sur la plateforme Twitch où on te voit en train de jouer à un jeu. Il y a pas mal de personnes qui te regardent jouer. Qu'est-ce qui explique que ces personnes préfèrent te regarder jouer plutôt que d'être dans l'action? Parce qu'en te regardant jouer, ils ne participent en rien là. Alors je pense c'est l'impression que j'ai. Oui, non, mais totalement. Ne soyez pas vexés, les vipères. C'est comme ça que t'appelles tes abonnés, je crois. J'appelle ma communauté les vipères, oui. Caro Viper, Viper, c'est ce petit nom-là. Mais non, pour le coup, le fait de regarder quelqu'un y jouer, déjà, ça permet à la personne de découvrir le jeu, parce qu'ils n'ont pas forcément la console, ils n'ont pas forcément le jeu, parce que les jeux coûtent de plus en plus cher. Et c'est une autre façon de découvrir le jeu, parce qu'en plus, nous, on commande tout ce qu'on fait. Donc on va dire, alors attendez, je suis pas sûre de quel chemin prendre, est-ce que vous pensez que je peux peut-être utiliser cet objet pour me guider ou quoi que ce soit? Donc en plus, il y a un côté interaction, on les fait participer à notre aventure, et voilà, c'est ce côté vraiment interactif, plutôt que de regarder par exemple juste une vidéo sur YouTube par exemple. Ça fait beaucoup de par exemple. Plutôt que de regarder une vidéo sur YouTube, là il y a vraiment ce côté interaction, on est comme si on était dans la même pièce de la personne, en fait. C'est du direct, c'est de l'instantané, donc vous échangez quelque part directement. Et ils commentent aussi ce que tu es en train de faire en ligne. Oui, mais du coup, ils peuvent dire j'aurais peut-être pas fait ça. D'accord. Ou t'es sûr de faire cette ligne de dialogue-là? Parce qu'il y a des jeux avec des choix, des lignes de dialogue différentes qui peuvent amener à des fins différentes aussi du jeu. Donc oui, il y a ce côté vraiment interaction, partage, échange que les gens apprécient. Je reviens juste sur ton histoire. Tu me disais que c'est une passion qui t'a été transmise par ton père. C'est quoi le jeu qui t'a le plus marqué et à quel âge est-ce que tu te souviens avoir accompagné ton père dans des événements, j'imagine, ou qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui tu te retrouves aussi passionné par cet univers-là? Alors, mon premier jeu vidéo, c'était Jurassic World ou Jurassic Park en tout cas. C'était sur Mega Drive et je regardais mon père y jouer avec ma sœur. Ok. Alors, j'ai pas vraiment tenté de jouer moi proprement parler parce que j'étais trop petite, mais je les ai vus jouer à Desert Strike, Jungle Strike, tous ces jeux en fait qui étaient sur Mega Drive à l'époque. Par contre, ma première console, c'était la PlayStation 2, la PlayStation Slim. C'était pas la grosse PlayStation, donc c'était la version beaucoup plus compacte, beaucoup plus petite, mais quand même beaucoup plus chère. Bizarrement. Et je l'ai toujours d'ailleurs dans mon bureau de gaming, dans mon setup. Ouais. Elle marche plus, mais c'est une relique quand même, un beau souvenir. C'est symbolique. C'est symbolique, exactement. Mais non, pour le coup, j'ai pas accompagné mon père à des événements parce qu'il n'y en avait pas à La Réunion. Mais je l'accompagnais. Il y avait une salle d'arcade à Saint-Denis à l'époque. Donc c'était la sortie familiale, on y allait avec ma sœur et mon père et il y avait des bornes d'arcade vraiment en mode années 80-90 et on passait nos meilleurs week-ends, nos meilleurs moments là-dedans, quoi. Et comment est-ce que ton père observe? C'est assez intimiste, cette question intrusive, pardon, cette question. Mais comment est-ce que ton père observe aujourd'hui cette évolution,
je dirais presque choix de carrière parce que comme tu vas nous expliquer tout à l'heure, tu tends à en faire un métier. Eh ben, mon père, il est très content en fait de ce choix-là, de cette voie qui s'ouvre à moi, parce que du coup, lui, il voit ça comme justement le fait de sortir de sa zone de confort, de se mettre entre guillemets en avant, mais de briser les barrières du numérique aussi, de se rapprocher des gens. Parce que justement, quand j'étais adolescente, j'étais un peu cette adolescente geek qui ne sortait pas vraiment de chez elle, qui s'enfermait pour jouer plusieurs heures. Et c'est mon père qui me forçait un peu à aller à les découvertes du monde, à explorer, à se faire des amis. Mais maintenant, en fait, il est content de voir que j'ai pu lier ma passion avec ce côté un peu introverti, extraverti par moment. Donc non, lui, il est très, très... C'est un bon soutien, en fait. Et je l'ai même invité à un de mes lives dernièrement. Donc je l'ai fait découvrir directement ma communauté. Ils ont pu les découvrir aussi. Il y a eu un petit échange avec des anecdotes, avec des souvenirs. Il a pris le rôle très au sérieux, mais il a quand même fait des blagues incroyables. Je ne m'y attendais pas du tout. Donc c'était un bon moment et lui, il me soutient 100% là-dedans. Ah, c'est sympa. Et d'ailleurs, il observe aussi l'évolution parce que lui, un passionné des années 80, j'imagine. Aujourd'hui, on a des live Twitch, on joue en ligne, il y a énormément de choses. Alors, je m'y connais pas, mais j'imagine que ça a dû exploser aussi à ce niveau-là, parce qu'on observe un certain engouement autour des jeux vidéo, autour de la culture pop, la culture japonaise. Ouais, non, totalement. Et c'est ce qu'il disait justement quand je l'avais interviewé, entre guillemets, pendant mon live. Il disait, nous, à notre époque, c'était impensable de jouer aux jeux vidéo. Il est vraiment content, en fait, d'avoir eu des enfants pour vivre par procuration, on va dire ça, ce sentiment-là. Et même pendant le Covid, il me demandait, t'as pas une liste de jeux à me recommander, comme ça je peux jouer, voilà, c'est ça ma config, est-ce que tu penses que tel et tel jeu, ça pourrait être sympa? Je lui ai conseillé, par exemple, d'acheter la Switch pour jouer quand ils sont en déplacement, en vacances, etc. Et avec ma belle-mère, ils passent leur meilleur week-end aussi sur Animal Crossing, à ramasser des pêches, à planter des petits pommiers, etc. Alors j'avoue que je suis un peu paumée quand je t'entends parler de certains jeux. Alors PlayStation, je connais quoi d'autre? Je connais Xbox de nom. C'est les deux plus grosses consoles, on va dire. Je connais Fortnite. Alors oui, alors ça c'est absolument pas en quoi ça consiste. T'as jamais joué à Fortnite? J'ai vraiment jamais joué à aucun jeu en ligne. Est-ce que tu avais testé les jeux sur téléphone sinon? Alors oui, sur téléphone, parce que mon petit frère avait installé à l'époque sur le téléphone de ma maman un espèce de jeu où on devait stationner sa voiture, apprendre à se garer. Et quand j'étais sur le permis de conduire, j'avais du mal avec le créneau, j'ai toujours du mal d'ailleurs. Et du coup, ça me permettait un peu de simuler et de comprendre un peu la mécanique des stationnements. Voilà, c'est le seul jeu auquel j'ai pu jouer. Pas spécialement, c'était plus le côté pratique de la chose. Donc, t'as pas trouvé ça amusant en fait de découvrir quelque chose ou d'apprendre une nouvelle compétence entre guillemets de façon ludique? D'apprendre une nouvelle compétence de façon ludique, c'est comme ça que tu l'aperçois? Il y a certains jeux qui sont des simulations. Donc tu as par exemple une simulation de conducteur de train, de simulation de construction de ville comme les Sims, ce genre de choses. Mais tu peux apprendre des nouvelles compétences. Alors peut-être pas applicables dans la vie de tous les jours pour tout le monde, mais tu peux apprendre des nouvelles compétences comme ça. Oui. Apprendre aussi à piloter un avion. Totalement, oui. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est un mythe ou une réalité, mais apparemment, des fois, je crois que c'est une histoire inventée depuis les États-Unis. Un gars aurait piloté un avion alors qu'il avait juste fait des simulations en ligne. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette histoire. Alors, j'ai entendu parler des pilotes qui ont des cabines de réalité virtuelle, on va dire ça comme ça, où justement, ils ont comme une sorte de mini-jeu vidéo pour piloter, pour apprendre à piloter avant de passer sur le cockpit, en fait, la réelle machine. Mais non, j'ai pas entendu parler de cette histoire-là. Bah écoute, ça doit être une connerie que j'ai observée sur Internet, tu sais. On en était où? Oui, tu me parlais de cette espèce de simulation, ces différents jeux qui peuvent permettre aux personnes de gagner en compétences. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des jeux qui paraissent assez violents. Et d'ailleurs, on se pose la question en tant que parent, est-ce que j'ai envie que mon enfant ait une manette à la main, joue à des jeux pour pas que ça le rende assez violent? Visiblement, ton père ne s'est pas forcément posé cette question. Il avait confiance en son éducation. Mais est-ce que toi aussi, tu trouves que les jeux vidéo peuvent rendre violents?
Alors non, pour moi, c'est comme si qu'on pourrait comparer, est-ce que le jardinage peut rendre les gens violents ou est-ce que le fait de regarder des documentaires de serial killers peut rendre les gens violents? Pour moi, il n'y a aucune corrélation. C'est vraiment, par contre, toute chose utilisée à bon escient, c'est vraiment le maître mot, en fait, c'est le mot d'ordre. Il faut se dire que, par exemple, si on est parent d'un enfant qui a envie de jouer aux jeux vidéo, il faut quand même lui mettre un cadre, il faut lui mettre des limites, il faut s'intéresser aussi parce que peut-être que les parents ont peur des jeux vidéo parce qu'ils ne connaissent pas, ils savent pas qu'est-ce qu'on peut avoir dedans. Il y a une classification toujours sur les jeux vidéo, surtout en Europe, de tout ce qui est contenu violent, gore, etc., utilisation de drogue dans les jeux vidéo. Et déjà, les parents ne savent pas forcément qu'il y a cette classification-là. Les gamins, ils vont dire « Oui, achète-moi le nouveau GTA, achète-moi, je sais pas, quel jeu, entre guillemets ». Mais voilà, ça peut être des contenus un peu graphiques qui ne sont pas appropriés à leur âge. Donc déjà, comme parents, moi, je leur conseillerais de vraiment se renseigner sur le jeu vidéo. Peut-être de regarder leur enfant jouer. Comme ça, ils savent vraiment à quoi s'en tenir. Et en troisième, j'aurais pu dire, oui, de fixer une limite. Écoute, voilà, t'as fini tes devoirs. Tu as le droit à 1 heure de jeu tranquille avant d'aller manger. Mais les choses ne sont pas aussi simples, Caro. Tu dois le savoir. Les enfants deviennent très rapidement accros au smartphone, je dis les enfants, même les adultes, des fois on a tendance à s'écarter un peu, mais c'est vrai que ça peut rendre aussi addict ce genre de pratique. Oui, c'est assez addictif par certains jeux, en fait, certaines mécaniques de jeu, certains gameplays, mais oui, en tant qu'adulte, on peut être aussi confronté à ce genre de choses, bien sûr. Tu as un week-end de livre, tu te dis « Ah, je vais enfin pouvoir jouer, super !» Et en fait, tu te rends compte que ça fait déjà 4 heures que tu es en train de jouer à Minecraft, par exemple, parce que tu voulais énorme. Construire ta maison, par exemple. Mais oui, non, il faut toujours se dire que le virtuel, c'est bien, mais le réel est quand même meilleur. Dans la plupart des cas, en tout cas. Mais ça peut être aussi un moyen d'échapper à la réalité, de se dire « Oh mon Dieu, j'ai travaillé 64 heures cette semaine, j'en peux plus, je suis crevée, vas-y, je vais juste me poser un petit instant. » Mais c'est aussi un dérivatif comme une série, un film, voilà. Mais je pense que les enfants n'ont pas forcément la capacité d'avoir ce recul, de se dire « Ok, là j'ai joué, maintenant je vais laisser de côté un petit peu. » Et puis je reviens sur le côté violent de certains jeux, quand on a une image d'un espèce de fusil en train de tirer comme ça, un peu partout, on voit la non-connaissance du coup, un petit peu partout. Moi, désolée, ça me choque un petit peu. Je me dis, oulala, c'est quoi l'objectif de ce jeu et à quel âge surtout un gamin a le droit réellement d'y jouer? Et est-ce que ça n'a pas un impact sur le cerveau, la construction? Parce que tu te dis, oh, c'est tellement simple quand tu tues quelqu'un dans du virtuel, peut-être que ça peut donner envie de, je sais pas, passer à l'acte. Oui, je me questionne. Il y a eu malheureusement, il y a eu des cas d'enfants ou d'adolescents qui ont pris les armes, qui ont été violents et qui ont peut-être tué des personnes. Et souvent, les jeux vidéo sont pointés du doigt pour dire que c'est le diable, c'est vraiment quelque chose qui rend les enfants violents, etc. Mais à mon sens, en fait, il faut déjà qu'il y ait... Alors, je suis pas psychologue, mais il faut qu'il y ait déjà une sorte de terrain directement dans l'enfance ou dans l'adolescence de la personne qui fait que cette personne sera peut-être plus prône à la violence. D'accord. Voilà, ça va pas être tu joues aux jeux vidéo de guerre, tu tues des gens à longueur de journée virtuellement, donc tu vas forcément devenir un serial killer ou quelqu'un de violent. Non, pour moi, en fait, il faut vraiment qu'il y ait un terrain déjà existant pour peut-être faire malheureusement germer en fait ce côté violent là. Quel plaisir est-ce qu'on peut ressentir à tuer même virtuellement? Est-ce que toi tu vois la chose comme ça? Est-ce que toi en tant que joueuse, je sais pas d'ailleurs si t'as déjà joué à ce genre de... Oui, totalement, oui, même en étant adolescente. Et du coup, c'est quoi? C'est du tac, je l'ai défoncé ou enfin, qu'est-ce qui se passe en fait, c'est dans la tête du joueur? Tu as des objectifs quand tu joues à un jeu vidéo, que ce soit un jeu de construction, que ce soit un jeu de simulation, que ce soit un jeu de guerre, tu auras forcément des objectifs à atteindre. Et malheureusement, dans les jeux de guerre, c'est éliminer la vague ennemie, par exemple.
Donc oui, tu as ce sentiment de satisfaction, de se dire ah ça y est, j'ai réussi à vaincre la vague numéro 5. Ok, super. Bon, on se prépare pour la 6 maintenant. Ok. Mais il y a quand même cette euphorie de se dire ah j'ai réussi, ou au contraire ah punaise non, ils étaient trop durs les ennemis, j'ai pas réussi. Bon, je vais peut-être revoir mon équipement, améliorer mes compétences, mais on va pas se dire oui qu'on va tuer son voisin par exemple le lendemain, ou non, c'est vraiment plus une sorte de checklist d'objectifs à cocher et puis voilà. C'est comme un espèce de challenge qu'on se lance Exactement. à soi-même. Ouais. Ok, je reviens juste sur les jeux que tu aimes bien jouer. C'est vrai que je tombe assez fréquemment sur TikTok sur tes lives. J'y comprends pas grand-chose. Qu'est-ce que tu fais exactement? À quel type de jeu est-ce que tu joues d'ailleurs? Alors je suis un peu une poubelle du gaming, on va dire ça comme ça. Je prends tous les jeux, c'est-à-dire les jeux narratifs, les jeux donc à choix, c'est-à-dire où chaque ligne de dialogue, comme je te l'ai dit tout à l'heure, va influer sur la fin du jeu. Alors on va juste s'arrêter sur chaque catégorie de jeux. Les jeux narratifs, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, les jeux narratifs, c'est des jeux où tu vas vraiment suivre toute une histoire. Il n'y a pas vraiment de combat ou quoi que ce soit. C'est vraiment, tu as une histoire d'un point A à un point B. Tu peux avoir des petites ramifications au niveau des choix qui peuvent influer sur la fin du jeu. Mais c'est vraiment, tu vas profiter. C'est comme si tu te posais devant un film. Tu n'as pas grand-chose à faire, entre guillemets, si ce n'est d'apprécier l'aventure. Voilà. Et ça, c'est mon type de jeu préféré, parce que c'est un moment de détente, même si des fois, il peut y avoir des moments un peu palpitants, un peu épiques, ou quoi que ce soit, où ton cœur se met à palpiter. Mais c'est vraiment plus, tu vas te poser et tu vas apprécier vraiment le voyage, j'allais dire la journey, mais oui, c'est l'aventure, en fait. Ok. Donc ça, c'est les jeux narratifs. C'est presque un film que tu regardes. C'est ça, exactement. C'est vraiment comme une sorte de film. Tu vas te laisser porter par tes émotions, bercé par ce que les développeurs ont essayé de te faire ressentir. D'accord, parce que c'est vrai qu'il y a du travail derrière de construction. C'est pas l'IA qui a produit ces images-là. Non, c'est vraiment des humains avec des émotions, avec leurs ressentis, peut-être leur traumatisme aussi, qui vont faire passer dans le jeu vidéo directement. D'accord. Donc les jeux narratifs. Voilà. Tu as les RPG, donc c'est les role-playing games. Et là, tu vas avoir tout ce qui est gestion de l'inventaire, gestion des compétences, qui vont influer ton type de jeu. C'est-à-dire que tu peux avoir, toi, ton type de jeu, par exemple, si tu es plus en mode furtive, plus en mode assassin, voleur, etc. Donc caché dans les ombres, très discrète. Et tu vas peut-être avoir mon type de gameplay, un peu bourrin. J'arrive, je dépose mes armes, entre guillemets, sur la table. Il y a des gens qui veulent négocier. Non, bon alors voilà, c'est bon, j'arrive, je prends la terre, je conquiers tout ça. Voilà, c'est deux types de gameplay par exemple totalement différents, mais c'est à toi de t'adapter. Enfin, c'est toi qui t'adaptes au jeu par exemple. D'accord. C'est vrai que quand je t'entends parler, ça me donne presque envie de m'initier au truc. Moi, ça serait avec grand plaisir. Ça a l'air vraiment sympa. Ce serait avec grand plaisir de t'initier à un petit jeu très très mignon. Parce que moi, ça serait vraiment, on part sur du basique, hein. Même les Sims, j'ai jamais fait. Hein. Eh ben écoute, moi je trouve que c'est un bon moyen de découvrir les jeux vidéo, parce qu'en plus tu as des tutoriels vraiment très avancés, enfin très poussés. Ils vont vraiment te prendre la main en mode allez viens, regarde, je vais te montrer comment faire ça, comment faire ci, etc. C'est assez pédagogique, et c'est pour ça que je disais que ça peut des fois développer des compétences ou aider à concrétiser. Je sais pas, tu as envie de créer ton entreprise, d'ouvrir ton snack, tu peux peut-être faire un jeu de simulation où tu gères ton snack pour savoir comment ça se passe. Il faut passer ses commandes, il faut s'assurer du coup d'avoir toutes les autorisations, ce genre de choses. Donc les jeux vidéo pour moi c'est vraiment un bon moyen d'échapper à la réalité, certes, mais surtout en fait voilà, de se permettre de rêver surtout. Waouh, ben c'est franchement, j'ai l'impression que tu m'as vendu le truc là. Moi de base, ce soir tu joues, c'est ça? Bah écoute, quand tu veux, tu m'invites sur ton live et ok, ça marche. On va échanger les rôles cette fois-ci. Je dis ça, mais en réalité, je sais pas trop si j'oserais sauter le pas. Oui, donc du coup, tu nous parlais des différentes catégories de jeux. Est-ce que tu aimes jouer? Est-ce que tu aimes découvrir? Est-ce que t'as observé une certaine évolution au niveau des jeux que tu as pu jouer de 2020 à 2025?
C'était plutôt une sorte d'évolution matérielle, c'est-à-dire que j'avais un MacBook à l'époque pour streamer et jouer, donc j'étais très très limitée en termes de compatibilité, de ressources, etc. J'ai commencé à avoir un matériel un peu plus poussé, un peu plus avancé, donc forcément mes jeux ont évolué aussi en ce sens. Et là maintenant j'ai une bête de guerre, une machine de guerre, on va dire ça comme ça, donc je peux jouer vraiment à tous les jeux qui sont dernièrement sortis. Et c'est plus une sorte d'évolution en termes de matos, de graphisme, etc. en fait. Et tu nous disais tout à l'heure que tu espères gagner ta vie en jouant. Comment est-ce que ça peut se faire? Parce que moi, je suis un peu à l'ancienne. Les nouveaux métiers, j'y connais pas grand-chose. Alors oui, je sais qu'il y a les influenceurs qui sont financés par des partenariats. C'est à peu près le même principe aussi pour les streamers. Ouais, tout à fait le même principe. C'est-à-dire que nous déjà, quand on se filme en train de jouer aux jeux vidéo en live, il y a ce qu'on appelle les abonnements ou les donations. C'est-à-dire que les gens, ils sont pas obligés de donner de l'argent, ils peuvent juste regarder le live gratuitement, ils peuvent juste participer. Et on a donc ce système d'abonnement et de donation, donc c'est totalement volontaire. Il y a forcément les partenariats de marques qui nous contactent pour mettre en avant leurs produits, ce genre de choses, un peu comme les influenceurs. Donc soit en fait c'est assez subtil avec un petit logo qui apparaît sur le live, sinon c'est voilà, écoutez les gars, je vais me faire une petite pause, je vais prendre ma boisson sponsorisée et on revient tout de suite. C'est comme une sorte d'instant pub comme à la télévision. D'accord, un petit placement de produit. Exactement. Très subtil. Très subtil ou des fois pas du tout. Les abonnés s'imaginent que la boisson est ultra douce. Et des fois c'est pas le cas. Mais des fois c'est pas le cas. Des fois c'est pas le cas. Pas pour moi pour le coup, mais j'essaie toujours de sélectionner les marques avec lesquelles je travaille. Oui. Voilà, pour pas prendre mes abonnés pour des pigeons non plus, parce que j'ai cette relation vraiment de confiance avec mes abonnés et je préfère garder ce côté-là. Mais oui, ça existe en fait les partenariats comme avec les influenceurs. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on connaît un peu les dérives depuis le temps quand ça a fait une certaine explosion le métier d'influenceur. On a observé un peu ce qui se passait, les faux partenariats, tu sais les achats en Chine, là, les dropshipping, qu'ils te vendent comme si c'était quelque chose de produit luxe de l'année. Oui. C'est ça. Donc oui, je comprends. Mais est-ce que c'est régulé? Est-ce que tu peux te considérer comme étant une streameuse professionnelle? Est-ce qu'il y a un papier qui te désigne ou c'est un métier qui va évoluer dans le temps? C'est un métier qui va évoluer dans le temps, c'est-à-dire que là, de plus en plus, il y a des agences qui se spécialisent dans la gestion des streamers, des youtubeurs, des créateurs de contenu. Donc c'est eux qui vont être l'intermédiaire entre les marques par exemple et les créateurs de contenu. Donc c'est eux qui vont négocier les contrats, les salaires, les commissions, ce genre de choses. Il y aura cet aspect légal forcément dans une agence, mais c'est vrai que forcément si tu négocies un contrat avec un agent ou une agence, il va forcément prendre sa commission, sa part, donc tu vas avoir moins d'argent. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu, de streamers, de youtubeurs qui préfèrent être à leur compte, ils gèrent tout. Il peut y avoir par exemple des soucis, c'est sûr, au niveau comptabilité, au niveau déclaration, etc. Mais au moins ils sont assurés d'avoir la totalité du contrat pour eux. Voilà. Et à La Réunion, ça existe tout ça, les agences. Est-ce que il y a une vraie communauté de geeks entre guillemets à La Réunion? Alors, je vais répondre en deux parties. C'est-à-dire que oui, il y a une vraie communauté de geeks à La Réunion qui se développe de plus en plus. On le voit avec des événements comme le Geekali, comme Otaku City. Donc voilà, c'est des événements qui deviennent de plus en plus fréquents, de plus en plus récurrents. Il y en avait quelques-uns à l'époque, mais qui ont fini par disparaître parce que faute de temps, faute de sponsors ou faute de gens, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'à La Réunion, la communauté geek, elle s'est développée beaucoup plus tardivement que par rapport en métropole parce que on n'avait pas les mêmes chaînes télévision, les mêmes programmes. On n'avait pas l'accès à Internet directement dans nos maisons. Il fallait peut-être aller à la médiathèque ou dans les cybercafés pour aller sur Internet. Donc, il y a eu ce retard-là qu'on est en train d'essayer de combler au fur et à mesure. Mais la communauté geek, elle se développe de plus en plus sur La Réunion et ça fait plaisir à voir. Oui. C'est vrai qu'on l'observe aussi chaque année. Moi, je vais au Geekali et je vois toutes ces personnes qui sont déguisées en cosplay, c'est ça? Aïe, alors là, c'est le sujet qui fâche. Il ne faut jamais dire à un cosplayer qu'il se déguise. Ah mince! Ah mince!
Du coup, comment est-ce qu'on peut appeler ces tenues? Bah, Parce que dans la vie, c'est un cosplay. Tu te D'accord. cosplays, tu te déguises pas. En fait, le déguisement, c'est un côté un peu péjoratif. C'est un peu comme le weeb, quand on en parle de weeb otaku. Le déguisement, en fait, c'est ce que tu vas acheter dans un magasin de farce et attrape, pas très cher, avec des matériaux vraiment pas très qualitatifs, on va dire. Et tandis que le cosplayer, en plus, il va incarner un personnage fictif. Qui va interpréter lui-même. Donc c'est comme une sorte de pièce de théâtre, mais pendant une demi-journée, une journée, un week-end. Tu vas vraiment incarner ce personnage à 100% par rapport à son maquillage, sa façon de parler, sa tenue. Tu peux faire la tenue toi-même en plus, ou sinon tu peux l'acheter, c'est plus simple. Mais il y a ce côté roleplay, ce côté je suis le personnage, je vais manger comme le personnage, je vais danser comme le personnage, je vais draguer par exemple comme le personnage. On se met dans les bottes en fait de cette personne-là. Ah oui, d'accord. Donc c'est presque une réincarnation du personnage. C'est une belle façon de le dire, mais oui, c'est une sorte de jeu en fait. Et je pense que ça aide énormément d'enfants ou d'adolescents en tout cas à s'ouvrir, à être un peu moins introvertis, à se dire bah, si je me mets à la place de ce personnage-là, peut-être que je gagnerai en confiance, que je pourrais me faire des amis, etc. Donc c'est une belle façon en tout cas pour moi, je trouve, de créer des liens. Ok, parce que c'est vrai que moi le Geekali chaque année je me fais toujours la même remarque quand j'y vais. Hein. Le Geekali d'ailleurs pour ceux qui ne sont pas de la Réunion et qui nous écoutent ailleurs, c'est the événement qui rassemble la communauté geek d'ailleurs de l'île, un peu comme une espèce de Japan Expo. Oui, c'est l'équivalent, oui. Oui. Il y a des stands, il y a des scènes, il y a des concours cosplay, il y a énormément de choses à retrouver sur place. Et c'est vrai qu'en métropole il y a vraiment cette culture de l'événement pop culture. Japon, jeux vidéo, etc. Ça se développe, comme je le disais, de plus en plus à La Réunion. Mais c'est vrai que c'est peut-être encore un peu pointé du doigt. C'est t'aimes bien les animés, t'es un peu bizarre, je sais pas, grandi. Je sais pas, peut-être que la communauté à La Réunion a un peu du mal avec tout ce qui est nouveau. Mais j'espère en tout cas que ça changera au fur et à mesure des années. Mais c'est vrai que moi je me suis toujours posé la question, comment ça se fait qu'il y a eu ce boom d'un coup, encore une fois c'est ma perception, hein, mais j'imagine que ça a dû se faire progressivement. Comment ça se fait qu'il y a cet attrait à la culture japonaise, de plus en plus de personnes, de Réunionnais se rendent au Japon chaque année. Cette année, ceux qui sont allés, que je connais personnellement, je peux les compter. Il y en avait pas mal de mes connaissances qui se sont rendus là-bas et qui comptent encore une fois y retourner. Qu'est-ce qui se passe? D'où vient cette fascination pour la culture japonaise, les mangas, les K-dramas, la K-pop, cette danse un peu particulière? Ouais. Qu'est-ce qui peut expliquer ce boom, cet essor en fait de la pop culture à La Réunion en tout cas? Je pense que pour beaucoup en fait c'était caché, on n'osait pas forcément en parler. C'était là, mais oui parce que comme je te disais tout à l'heure en fait moi j'ai eu beaucoup de soucis à l'école, au collège, au lycée parce que j'étais un peu outsider, c'est-à-dire que j'écoutais déjà du métal à l'époque. J'écoutais des musiques de J-pop, de J-rock, donc du Japon. J'ai regardé les jeux vidéo. Alors, jouais. question un peu bête. Oui. Désolée encore une fois si c'est maladroit de ma part. Il y a aucune envie d'offenser. J'ai juste besoin de comprendre. Est-ce que les geeks d'aujourd'hui sont comment on les appelait, les gothiques à l'époque? Au lycée, il y avait toujours cette personne qui s'habillait, qui était fan de rock. Est-ce que c'est un peu la même chose ou c'est deux univers complètement distincts? Alors, c'est deux univers complètement distincts, mais pour le coup, moi, j'avais les deux. Donc, j'étais encore plus isolée, on va dire ça comme ça, parce que je me retrouvais ni totalement dans les métalleux gothiques emo, ni totalement dans les otaku. Donc, j'étais un peu entre les deux, en train de jauger et de me chercher surtout, parce que en plus, l'adolescence, c'est pas une période facile. Donc, tu te poses énormément de questions, et en plus, si tu subis le regard des autres, t'es perdu. Mais non, c'est vraiment deux univers différents, deux communautés différentes qui peuvent se rejoindre, il y a aucun souci. Mais à l'époque, en tout cas, c'était très très disparate, en fait, très différent. Et c'est vrai qu'on a observé aussi ce boom au niveau de l'e-sport. L'e-sport est considéré aujourd'hui comme un vrai sport. Alors l'e-sport, c'est tout ce qui est compétition en ligne sur les jeux vidéo. Donc il y a des jeux vidéo comme Valorant, comme Apex, comme Overwatch, comme League of Legends qui sont très très prisés, comme Rocket League aussi, qui sont très très prisés, très compétitifs. Et en fait, tu vas avancer en équipe contre d'autres équipes
il y a des championnats, c'est vraiment des événements un peu comme, je sais pas, des matchs de catch par exemple. Donc il y a du public, il y a des supporters, il y a de l'ambiance, il y a des jeux de lumière. C'est vraiment quelque chose de huge, d'énorme. En fait, c'est une discipline comme une autre, en fait. C'est une discipline sportive parce que du coup, il y a un emploi du temps, il y a de la nutrition, il y a un calendrier. De la nutrition, carrément. De la nutrition, parce que en fait, pour booster en fait les capacités, les compétences des e-sportifs, il faut se dire voilà, pas de régime trop sucré, trop salé forcément, mais peut-être un peu plus de calories, un peu plus de protéines. On va avoir du sport aussi parce que il faut pas que les gens soient tout seuls sur leur ordinateur en train de jouer. Il faut développer en fait la faculté mentale, la faculté physique également. Donc il y a tout un englobement en fait d'accompagnement de l'e-sportif. Et les femmes arrivent à s'imposer dans cet univers-là parce que finalement ça demande pas forcément énormément d'efforts physiques entre une femme et un homme à ce niveau-là. Donc est-ce que il y a cette égalité au niveau des jeux où il y a des compétitions exclusivement masculines ou des compétitions exclusivement féminines? Alors, les femmes dans le domaine de l'e-sport, c'est vrai qu'elles ont une place qui est quand même moindre par rapport aux hommes. Ah bon? Parce que ça reste quand même un domaine plutôt masculin. Le jeu vidéo, en tout cas le jeu vidéo compétitif. Et il y a quand même des équipes 100% féminines, il y a des championnats 100% féminins. Ça fait plaisir à voir justement, mais c'est dommage qu'il y ait cette séparation entre les deux. Moi j'aimerais en fait qu'il y ait des équipes mixtes, mais ça pose problème parce que généralement les e-sportifs sont en dortoir parce qu'ils vont vraiment vivre ensemble. C'est une sorte de communauté, donc si on mélange les filles et les garçons dans les mêmes dortoirs, bon, ça peut poser problème. Donc les gens préfèrent faire des équipes vraiment une équipe fille, une équipe d'hommes, mais il y a quand même cette place de la femme dans le monde de l'e-sport en tout cas. Ah oui, c'est particulier quand même parce que c'est vrai que au niveau du basketball ou du football, on peut se dire OK, ça passe encore deux équipes différentes de l'équipe par exemple de France de football, l'équipe féminine de France de football, mais dans l'e-sport également, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Peut-être que tu ne pourras pas me répondre, je devrais aller voir peut-être ces entraîneurs ou les organisateurs de ces événements pour m'éclairer sur ce point, mais je trouve ça fou quand même. C'est dommage, mais je pense que c'est comme pour le domaine du sport, il vaut mieux être en compétition avec son propre genre, son propre sexe, et ne pas avoir trop de soucis non plus, parce qu'on peut se dire peut-être que les hommes du coup ils vont pouvoir enchaîner des compétitions jusqu'à 4h du matin et peut-être pas que les femmes pourront le faire. Voilà, il y a peut-être qu'est-ce qui empêcherait une femme de le faire? Ils vont peut-être se dire oui, là tous les mois c'est menstruation. Oh là là. Etc. Elles sont plus sujettes peut-être à être en edge, genre jumpy. Enfin, j'ai plus les termes en français, désolée, mais voilà, elles sont peut-être un peu plus émotionnelles, je sais pas, mais bon. Il vaut mieux peut-être garder quand même encore un temps peut-être cette catégorisation par sexe et après peut-être faire des équipes mixtes. Ouais, en tout cas ce que je retiens c'est que tu me disais que tu espères donc une évolution à ce niveau-là parce que s'il n'y a pas énormément, en tout cas dites-nous en commentaire d'ailleurs si on n'a pas tout exploré sur ce sujet-là parce que moi je vois pas énormément de contraintes qu'une femme puisse concourir avec un homme dans l'e-sport, même si je m'y connais pas des masses, mais bon Caro, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Comment tu observes ta vie de joueuse dans les années à venir? J'espère toujours avoir cette passion et cet engouement pour les jeux vidéo. J'espère également qu'il y aura toujours des personnes pour me regarder parce que c'est bien beau de se mettre sur internet, mais s'il y a personne, ça sert à rien entre guillemets. Donc c'est ce que je dis toujours à ma communauté, c'est merci d'être là parce que je sais que ça prend du temps de regarder des lives. Moi pour le coup je fais des lives de 3 heures, mais voilà, comme je le disais, ça peut être beaucoup plus long pour certains. 3 heures dans une journée, c'est énorme. Il y en a qui sont parents, qui ont des vies de famille, qui ont des boulots. Donc, le fait qu'ils fassent ce petit déplacement, même en coup de vent, faire un petit coucou, ça me fait plaisir, ça me touche. C'est vrai, c'est assez étonnant. Il y en a qui sont parents parmi les personnes qui te suivent. Alors, j'ai une majorité d'adultes qui me suivent. Ok. La plupart sont plus vieux que moi, d'ailleurs. Donc, c'est assez marrant parce que du coup, ils me sortent des références, des anecdotes de leur génération que je ne comprends pas forcément. Mais il y a cet échange, justement, ce partage en mode « Ah, d'accord, donc à ton époque, quand t'étais adolescent, c'était comme ça.
vas-y, parle-moi en plus, etc. Tout en jouant aux jeux vidéo, bien sûr. Oui, oui. Donc c'est ça que j'apprécie et j'espère le faire encore pas mal d'années. Donc peut-être dans 10 ans, 20 ans. Je l'espère en tout cas. Bon, merci Caro Viper d'avoir participé à cet échange. Merci de nous avoir fait découvrir ton univers. J'espère que les parents qui nous écoutent, quoique si ça se trouve, ils sont plus branchés que moi. Si ça se trouve, j'en ai fait des pataquettes, soi-disant porte-parole des parents qui n'y connaissent rien, alors que ils sont beaucoup plus avancés que moi. Mais en tout cas, merci parce que du coup, j'ai une toute autre vision de cet univers-là et ça me donne presque envie de tester. Je sais que mon petit frère, 11 ans, joue à Roblox. Ah Roblox, c'est un autre univers encore. Parce que tu as plein de jeux sur Roblox et ça on pourra en parler en off, je pense. Ah oui, d'accord, il y a des choses à dire. Il y a énormément de choses à dire sur Roblox, oui. Bon, on va clôturer cet épisode, mais avant de vous laisser, Caro, on a toujours l'habitude de donner un mot-clé à nos auditeurs pour qu'ils puissent nous confirmer qu'ils ont effectivement écouté cet épisode jusqu'à la fin. Alors, d'habitude, j'ai tendance à dire que ça peut être en lien ou pas avec l'activité de la personne, mais là, j'ai envie que tu donnes quelque chose de technique là. De technique? De technique, comme ça on sait que la personne a bien écouté jusqu'à la fin et on apprendra peut-être un mot. Est-ce que ça peut être une marque? Une marque de quoi? Twitch, j'allais mettre Twitch sinon, mais c'est la plateforme vraiment où on peut retrouver de tout et de rien, du jardinage, de la poterie comme je le disais, des jeux vidéo. Donc là tu veux vraiment que dans les commentaires il y ait Twitch. J'avais curiosité en tête quand t'as commencé à parler. Curiosité? Mais oui, parce qu'il faut être curieux dans la vie, il faut sortir un peu des sentiers battus, il faut s'intéresser, il y a énormément de choses et c'est pas juste son train-train quotidien, donc soyez curieux en fait, prenez votre ordinateur, votre téléphone et allez à la rencontre des gens. Écoute Caro, on va couper la poire en deux, on va dire Twitch curiosité. Comme ça n'a absolument rien à voir et comme ça au moins... on est sûr que vous avez entendu le podcast jusqu'au bout. Twitch curiosité, on part sur ce mot-clé là. C'est noté. Bon c'est génial, merci encore une fois d'avoir participé à cet échange, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. On se retrouve peut-être dans 2 semaines ou pas, en ce moment je suis un peu... je sais pas trop, je me laisse aller. Je laisse sortir. On se retrouve prochainement, allez on se mouille pas trop, pour un nouvel épisode d'Histoire de vie avec un professionnel ou pas, une passionnée de quelque chose, parce qu'Histoire de vie, finalement c'est s'intéresser à quelque chose qui passionne aussi, ça fait partie de ton histoire, hein. Ah totalement oui. Donc s'il n'y avait pas de passion, je pense pas que je ferais ça. Voilà, donc on peut retrouver un peu de tout dans cette émission de podcast. Merci encore une fois d'être là, merci d'être de plus en plus nombreux à me laisser les mots-clés sur les plateformes. Non, pas du tout, je les reçois plutôt en message privé la plupart du temps. Il y en a très rarement sur les plateformes, j'observe, mais bon, c'est pas très grave. Écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très vite. Merci d'écouter Histoire de vie. Si vous appréciez ce podcast, abonnez-vous pour plus d'histoires.